Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux interruptions. Alors, on va s'y intéresser au travers d'un exemple simple, celui qui va consister à détecter un appui sur un bouton poussoir. Tout cela, on va le traiter avec les fonctions Arduino pour ce premier exemple. Dans une seconde vidéo, je vous proposerai de voir de façon plus détaillée les mécanismes induits au niveau des interruptions. Je vous montrerai également ce que cela génère en termes de code au niveau du compilateur. Donc on ira vraiment plus dans le détail dans la seconde vidéo. Mais aujourd'hui, eh bien, on apprend ce que sont ces fameuses interruptions. Alors les interruptions, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donnée à des périphériques de demander au processeur d'interrompre son travail en cours pour exécuter un code spécifique. Ce code spécifique, c'est la fonction d'interruption. Ici, j'ai représenté un microcontrôleur, alors de façon très élaguée. J'ai mis en place deux périphériques, un périphérique d'entrée-sortie, un périphérique chien de garde. Évidemment, il y en a plein d'autres dans les périphériques, dans ce microcontrôleur. On trouve évidemment le cœur de processeur avec la mémoire programme, qui est une mémoire flash. Et dans cette mémoire flash, je trouve donc un programme avec une boucle principale, différentes tâches à réaliser, et le cas échéant, une fonction d'interruption. Alors, à un moment donné, un des périphériques peut souhaiter interrompre donc le processeur. Pour ça, il émet une demande urgente du périphérique vers le contrôleur d'interruption. Et c'est le contrôleur d'interruption qui, en fonction de la priorité de l'interruption, va effectuer la demande auprès du processeur. Alors pourquoi mettre en place ce type de mécanisme? Eh bien pour prendre en compte rapidement divers événements. Comme vous l'avez vu, à partir du moment où j'appuie sur le bouton poussoir, le périphérique d'entrée détecte cet appui. Il émet immédiatement une demande auprès du contrôleur d'interruption qui la relaie au processeur. Et là, on va interrompre le fonctionnement du processeur. Et on va lui demander d'effectuer un traitement spécifique. Alors ça a un avantage, c'est que ça permet également d'avoir diverses tâches matérielles parallèles qui vont pouvoir interagir de façon prioritaire avec le processeur. Ces tâches parallèles, ce sont des tâches matérielles, par exemple le périphérique d'entrée-sortie, le chien de garde, des timers, un système de communication I2C, liaison série, etc. Donc tous ces périphériques fonctionnent en autonomie et peuvent à un moment donné interrompre le processeur. Alors je vous propose de voir ça de façon concrète avec un exemple qui permet de détecter un appui bref sur un bouton poussoir. Cet appui bref va être détecté parmi une liste de tâches à réaliser. Alors nous, on va simuler cette liste de tâches à réaliser par l'intermédiaire d'un délai relativement important. Et puis on ajoutera également un traitement anti-rebond. Alors il y a deux approches pour pouvoir réaliser ça. La première, c'est celle qu'on a déjà vue, qui consiste à faire un test périodique de l'état du bouton poussoir. La seconde, c'est celle qui va consister à mettre en place une interruption, et on voit tout de suite ces deux mécanismes. Donc le test périodique du bouton poussoir, alors ça on a déjà vu, ça consiste à avoir une boucle principale qui effectue différentes tâches, et à un moment donné, cette boucle principale, elle s'intéresse à l'état du bouton poussoir, et elle effectue ce qui est nécessaire lorsque le bouton pousseur est détecté comme étant appuyé. Et bien sûr, l'ensemble des tâches se répète. Donc tout ça, c'est dans la boucle principale et on a comme ça différentes tâches qui se succèdent dans le temps. Ce qui veut dire que si l'appui sur le bouton poussoir a lieu de façon très brève à un moment qui se trouve en dehors de la gestion du bouton poussoir, eh bien on ne le verra pas. Alors sur un bouton poussoir, effectivement, comme l'appui, c'est quelque chose qui est finalement pas si bref que ça en réalité, à l'échelle de temps d'un processeur, ce sera peut-être pas significatif et on va peut-être en rater très peu, voire pas du tout. En revanche, si ce que vous voulez détecter, c'est par exemple les passages, les passages par exemple des fronts descendants ou les fronts montants d'un capteur incrémental de vitesse sur un moteur, eh bien ces éléments vont apparaître très vite. Ces fronts montants, ces fronts descendants apparaîtront très vite. Et avec un système comme celui-ci, vous risquez de passer à côté. Alors maintenant, on délègue ça à un circuit d'interruption. On commence par effectuer la tâche numéro 1, la tâche numéro 2 commence, et là, on appuie sur le bouton poussoir,
le périphérique effectue une demande d'interruption auprès du contrôleur et ce contrôleur relaie la demande auprès du processeur. On déroute donc le processeur de son fonctionnement et on l'envoie exécuter la fonction d'interruption. Alors ça nécessite une chose très importante qui est la sauvegarde du contexte. Ce qui correspond ici au contexte pour la famille AVR par exemple, c'est simplement la sauvegarde de l'adresse de la prochaine instruction assembleur qu'il faudra exécuter dans la boucle principale. L'idée, c'est d'être capable de revenir à l'endroit que l'on a quitté. Donc on effectue la fonction d'interruption, un autre traitement spécifique, rapide. Donc ça veut dire que dans ce traitement-là, on ne va pas y mettre des tonnes de choses. C'est généralement quelque chose de relativement bref. Et puis on rend la main à la boucle principale grâce à la restitution du contexte qui nous permet d'obtenir l'adresse à laquelle on devait continuer le programme. Et bien sûr, ces différentes tâches se répètent. Sur le diagramme temporel, on voit clairement que la boucle principale laisse à un moment donné la main à la fonction d'interruption. Ensuite, les autres tâches se succèdent. Et bien sûr, d'autres demandes d'interruption pourront apparaître n'importe où ici dans la boucle principale. C'est absolument pas localisé. On était ici pour un premier exemple, mais ça pourrait être n'importe où. Ça dépend exclusivement du moment où on appuie sur le bouton poussoir. Bien, alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en œuvre maintenant. Donc, on est sur la broche numéro 2. On a connecté notre bouton poussoir à la masse comme ceci. On a mis en place une résistance de pull-up en interne dans le microcontrôleur. Ce qui signifie que lorsque le bouton poussoir n'est pas appuyé, le niveau logique vu ici est un niveau 1. Effectivement, si on visualise maintenant ce qui se passe lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir et que l'on fait abstraction des rebonds dont on a déjà parlé, on se trouve à l'état 1 avant l'appui sur le bouton poussoir et au moment de l'appui sur le bouton poussoir, on passe à l'état 0. Ça, c'est ce qui présente donc un front descendant. Ce sera repéré par le mot-clé falling par la suite. On maintient le bouton poussoir appuyé et au moment du relâchement, on a donc un front montant qui apparaît, rising, qui pourra être également utilisé pour détecter l'interruption. Dans certains cas, on pourra souhaiter à la fois détecter le front montant et le front descendant avec both. La mise en place de cette interruption en Arduino va utiliser la fonction attachInterrupt qui va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre DigitalPinToInterrupt qui va prendre comme paramètre le numéro de la broche Arduino concernée. Et ça permet d'obtenir un numéro d'interruption. Puisque attachInterrupt, ça a besoin d'un numéro d'interruption. Ensuite, on va spécifier le nom de la fonction qui va devoir traiter l'interruption. C'est une fonction que nous allons écrire. Donc ici, ISRBP pour Interrupt Subroutine. Et ensuite, on précise si on veut détecter un front montant, descendant, les deux. Et dans notre cas, on veut détecter précisément le moment où on appuie sur le bouton poussoir, donc falling. Alors je vous propose maintenant de mettre tout ça en œuvre. Et on va donc basculer sur un éditeur. Et là, j'ai donc choisi VS Code, comme d'habitude, mais vous pouvez travailler avec l'Arduino IDE en ayant choisi une carte de type Arduino Uno pour cette explication. Alors dans ce programme, je vais commencer par ajouter une définition pour la broche associée au bouton poussoir. C'est la 2. Cette broche, dans la fonction de setup, on la configure. Et on va la configurer de sorte qu'elle soit déclarée en entrée avec la résistance de pull-up activée. Ensuite, on va attacher l'interruption. On met en place l'interruption avec la fonction attachInterrupt. Pour ça, je vous rappelle qu'on utilise la fonction DigitalPinToInterrupt pour pouvoir récupérer un numéro d'interruption à partir de la broche. Ensuite,
on indique le nom de la routine d'interruption, donc ISR BP, alors qui n'existe pas pour le moment, hein, que l'on va écrire par la suite. Et enfin, on précise la nature de la transition. Ici, il s'agira de détecter des fronts descendants. Alors tout de suite, je vous propose d'écrire la fonction d'interruption. Cette fonction d'interruption, c'est une fonction qui ne renvoie pas de paramètres et qui n'en prend pas non plus. C'est toujours le cas pour les fonctions d'interruption. Et à l'intérieur de cette fonction d'interruption, eh bien, je vous propose de comptabiliser les passages dans la fonction d'interruption. Et ça, on va le faire avec une variable compteur, bouton poussoir, que l'on va incrémenter. Cette variable, je vais également souhaiter pouvoir l'afficher dans la boucle principale du programme. Avec pour ça un serial println. Donc, on a dit hop, compteur BP. Bien, alors cette variable dont on a besoin à la fois dans la fonction loop et dans la fonction d'interruption, pour qu'elle soit disponible aux deux endroits, nous allons la déclarer en global. Alors c'est une variable que je vais choisir de type int, ce sera suffisant pour ce qu'on a à faire. Compteur BP. Alors petite particularité, pour être certain qu'il n'y ait pas un mécanisme d'optimisation du compilateur qui simplifie cette variable, on va la déclarer comme volatile. Alors effectivement, dans cette fonction par exemple, je me contente de compter sur compteur BP, mais je n'en fais rien. Le compilateur pourrait tout à fait, en fonction du mode d'optimisation, simplifier cette variable qui n'est finalement pas utilisée. Ici, serial println compteur BP affiche compteur BP, mais compteur BP qui n'évolue pas à l'intérieur de la fonction loop. Donc de la même façon, puisqu'il n'évolue pas dans la fonction, il pourrait tout à fait être simplifié à sa valeur connue au départ. Donc voilà pourquoi il faut déclarer volatile. Globalement, quand une variable est modifiée dans un autre contexte que celui dans lequel il apparaît ailleurs, il y a toujours risque d'une optimisation du compilateur. Il vaut mieux la déclarer comme volatile. Alors on va l'initialiser à 0 au départ. Bien, il me manque une petite chose, c'est l'initialisation de la liaison série avec un serial begin et on va fixer à 9600 baud la vitesse de transmission. Bien, alors on expérimente tout de suite ça. Hop. On envoie dans la carte. Et on va démarrer le moniteur série pour visualiser. Alors là, évidemment, ça galope. Hein. Hop, j'ai bien appuyé une fois. J'appuie une deuxième fois. Alors là, on a vu qu'il y a eu un rebond, puisqu'on est passé de 3 à 5 directement. Alors, il y a eu le 4, hein, mais qui était très bref. Donc ça montre d'ailleurs la nécessité de réaliser l'anti-rebond. Alors, pour que ce soit parfaitement convaincant, hop, on va arrêter ça. Bon, on va l'arrêter autrement. On va ajouter un délai pour montrer qu'effectivement, ça continue à comptabiliser même quand on est dans le délai. Donc un délai de 3 secondes, par exemple. Allez. Je compile les téléverses. Alors, il faut que je le fasse deux fois parce que le port n'était pas disponible. Hop. Quand il y a beaucoup de communication sur le port série, on a parfois du mal à le libérer.
Bien. On a quand même fini par s'en sortir. Voilà. Alors, à nouveau, on relance le moniteur série. Et là, maintenant, la valeur va se mettre à jour toutes les 3 secondes. Là, ça veut dire qu'en fait, quand je vais appuyer sur le bouton poussoir, la plupart du temps, je serai à l'intérieur du délai au moment où je vais appuyer. Donc voilà, j'ai appuyé alors qu'on était dans le délai. Et donc, on comptabilise comme ça. Oh, je vais faire des appuis un petit peu brefs. On va voir qu'il y a peut-être des rebonds. Voilà, bon, ben là, des rebonds, il y en a eu un paquet. Hein. Ça nous permet de voir qu'effectivement, le traitement anti-rebond est nécessaire. Bien, donc là, on a vu comment on pouvait mettre en place cette interruption. Et maintenant, je vous propose de revoir comment mettre en place le système anti-rebond. Et ce système anti-rebond, on va le mettre en place directement au niveau de l'interruption. Donc là, on reprend ce qu'on a déjà vu sur l'anti-rebond. Je pense que vous vous en souvenez très certainement. Pour ça, je vais déclarer une variable statique qui sera donc un entier sur 32 bits, qui va me permettre de connaître le moment où s'est produit la précédente interruption. Donc au départ, je l'initialise à 0. Je vais même l'initialiser à milli. Ensuite, je vais déclarer une variable que je vais appeler milli avec un underscore pour commencer, qui va me permettre de récupérer le temps au moment où j'arrive donc dans ma fonction d'interruption. Alors je vous rappelle que statique, ça signifie que la variable est initialisée une fois et que par la suite, elle n'est pas réinitialisée, c'est-à-dire qu'elle conserve sa valeur. Et c'est important ici parce que j'ai besoin de savoir quand avait eu lieu la précédente interruption. Bien, alors maintenant il s'agit de valider que le moment actuel, celui pour lequel on vient de rentrer dans l'interruption, moins le moment associé à la précédente interruption, est supérieur à un délai minimum sans rebond que je souhaite assurer. Alors ce délai sans rebond, on va le mettre en place ici avec un define par exemple. On pourrait mettre une constante. Hein. Bon là, on est certain qu'il n'y aura pas d'ambiguïté avec l'appellation que j'ai choisie. Donc un define fonctionne bien. S'il risque d'y avoir d'ambiguïté, si vous risquez de vous retrouver une partie de l'intitulé de votre définition ailleurs dans le programme, mais juste pour partie, il vaut mieux utiliser une constante. Alors je vais mettre un délai de 100 millisecondes. Donc si le moment actuel moins la transition précédente est supérieur à délai sans rebond, ça veut dire qu'on a passé les rebonds. Et si on a passé les rebonds, on peut comptabiliser l'appui. Enfin, de façon à être prêt à savoir quand avait eu lieu la précédente transition, on va mémoriser précédente IT. On va indiquer à quel moment elle a eu lieu. C'est-à-dire à milli, l'instant qui a été mesuré en entrant ici dans l'interruption. Voilà, donc avec ça, on a mis en place le système anti-rebond tel qu'on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Alors, je vous propose de relancer. Donc pour ça, hop, CTRL-C, et je téléverse le nouveau programme. Bien, ça s'est bien passé. On ouvre le moniteur série et on appuie. Bon, ça comptabilise. J'ai eu l'impression que tout à l'heure, ça n'avait pas compté. Ok, on passe à 5. Alors j'aurais pu un peu vite.
Quand on fait des appuis très brusques, généralement on génère de rebonds. Donc 6, 7, 8. Bon, avec un certain nombre d'appuis brusques, on voit qu'on n'a pas généré de rebond. Donc voilà pour le fonctionnement avec l'anti-rebond ajouté. Bien, donc c'était un exemple très simple qui montrait comment on pouvait traiter une interruption à partir d'une broche. Ici, la broche numéro 2, ça aurait pu être la 3. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, on verra beaucoup plus de détails sur ces mécanismes d'interruption et on verra le code des assemblées du programme qu'on vient d'effectuer là pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des interruptions. Alors si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous allez avoir droit de mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, même si le rythme de mes vidéos est relativement lent actuellement parce que j'ai pas mal de travail par ailleurs. Il va y avoir d'autres vidéos dans les semaines à venir. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez également effectuer un don sur PayPal en vous rendant sur ge2i.eu. Une partie de ces dons est utilisée pour pouvoir faire fabriquer les PCB pour mes étudiants, que je fais fabriquer chez JLC PCB. Ça me permet pour certains projets un petit peu pointus d'avoir des PCB professionnels, ce qu'on ne peut pas réaliser directement à l'IUT. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera les interruptions dans le détail cette fois-ci.